MPEP avait été invité lors de cette réunion et que nous avons participé, c'était Jacques Nikonov qui était présent. Au MPEP, on ne se définit pas comme communiste, donc on ne peut pas prétendre à égalité de traitement avec les camarades communistes de dedans ou de dehors, hein, qui essayent de travailler ensemble, mais pour autant on partage évidemment une grande partie des analyses, et s'il y a peut-être des différences entre nous, ce sont des différences stratégiques, hein, et tactiques, mais en tout cas on partage les objectifs et la démarche. Pour en venir à ce qu'évoquait Daniel il y a quelques instants, une initiative en mai 2015, donc le MPEP est signataire, enfin des camarades du MPEP sont signataires du CNRU, Comité national de résistance républicaine à l'Union européenne. D'ailleurs, il y a des camarades de Rouge Vif, Île-de-France, il y a évidemment des camarades du PRCF et d'autres. Il y avait tout à l'heure Thierry Delbos aussi qui a eu carte blanche, qui est un gaulliste qui est jaurétien, qui a signé l'appel. Et donc nous avons décidé, outre le fait de faire une réunion publique le 7 février 2015, qui va réunir les signataires du CNRU, mais aussi des représentants des comités départementaux, eh bien, nous avons pris la décision d'appeler à une manifestation fin mai 2015. Alors, on ne sait pas si c'est le 30 ou le 31, ça dépend si on décide c'est un samedi ou un dimanche, on ne veut pas le faire comme ça de manière autoritaire, donc il faudra qu'on se coordonne avec vous, hein, pour savoir quelle est la bonne date, parce que ce seront les 10 ans du non au traité constitutionnel européen, et qu'il nous semble justifié et bienvenu d'être dans la rue ce jour-là, et non pas réunis en séminaire, en symposium ou en colloque, mais d'être dans la rue et d'inviter ceux qui ont dit non à être avec nous dans la rue, s'ils en ont encore aujourd'hui l'énergie et le goût, après s'être ressentis si trahis par l'adoption du traité de Lisbonne 2 ans plus tard par le Congrès. Donc voilà pour ce qui est de quelques trucs que nous pouvons un petit peu coordonner entre nous sans que ce soit très formalisé. Et puis on a invité aussi Marie-Christine Burican à la fête de l'humanité sur le stand du MPEP, où on faisait un énième débat sur les réformes territoriales, puisque là-dessus on avait déjà travaillé ensemble avec les camarades du réseau Faire Vivre et Renforcer, le PCF. Donc la parole est à vous. Tout à fait agréablement surpris du fait que se tienne une réunion où on parle de l'Ukraine, parce que effectivement les grands médias n'abordent pratiquement pas cette question, sauf de loin en loin un article dont le fond laisse toujours à désirer quant à la qualité de sa rédaction et surtout de l'objectivité de ses informations. Donc l'Ukraine, on arrive, grâce à Internet, alors c'est un des paradoxes, puisque Internet a été au départ créé par le DARPA, donc l'organisme militaire états-unien. Grâce à Internet, donc on arrive à savoir un certain nombre de choses. On a des bribes d'informations sur ce qui se passe en Ukraine. C'est extrêmement grave et nous sommes directement concernés. C'est extrêmement grave parce qu'on y bombarde des civils avec des bombes au phosphore, qu'on tire au canon sur des habitations, que l'aviation bombarde, qu'on teste la capacité de la Russie à réagir, puisqu'à un moment donné, il semblerait que ce soit CNN qui l'ait transmise cette information à un moment donné, donc les forces de Kiev, pour dire simplement les choses, ont lancé des missiles pour voir si les Russes étaient capables de les intercepter. On n'a pas fait non plus tellement de développement sur ces questions dans les grands médias, à part CNN éventuellement. Et donc c'est une situation qui est extrêmement grave. Comme tu le disais, il y a 5000 morts, probablement 15 000 ou plus blessés, des personnes déplacées, on ne sait pas combien. La situation est extrêmement tendue, c'est à 2 pas de chez nous.
Quand on est à Strasbourg, on est à peu près à la même distance, à peu de choses près, entre la frontière ukrainienne et Bordeaux. Donc on est dans une situation, nous ici en France, en Europe, dans une situation qui est une situation de guerre. Il faut appeler un chat un chat. Cette situation de guerre, en plus, elle s'inscrit dans une stratégie qui est celle de Zbigniew Brzezinski, qui est justement un des idéologues du Pentagone. Il faut bien gagner son hamburger. Donc, il travaille pour le Pentagone, ou à West Point, ou dans les universités, écoles militaires. On a cette doctrine de première frappe gagnante. Alors, qu'est-ce que c'est que la première frappe gagnante? C'est, comme disait le président Obama, avec beaucoup d'humanisme, pouvoir aboutir à un monde dénucléarisé. Mais sans aucune naïveté, disait-il. C'est-à-dire que pour lui, le monde dénucléarisé, ça signifie qu'il n'y a plus d'armes nucléaires, sauf au Pentagone. Et donc, pour obtenir la dénucléarisation du monde, il faut se débarrasser des arsenaux nucléaires de la Chine et de la Russie. Ce qui permettra de mettre en place le nouvel ordre mondial, de faire entrer les richesses qui se trouvent très largement répandues dans ces régions. L'Arctique, on a vu par exemple l'attaque de Greenpeace sur la plateforme de Gazprom, suivi peu de temps après d'une attaque de Greenpeace sur la centrale de Fessenheim. Il y a eu quelques actes terroristes aussi autour d'Areva, et puis peu de temps après l'Ukraine. Donc on est clairement dans un conflit, la situation est très tendue. Eh bien, cette doctrine, pour en revenir sur ce point, de première frappe gagnante, ça consiste à utiliser des armements conventionnels, donc des barreaux de tungstène qui seraient lâchés depuis l'espace, des bombes perforantes de bunkers qui seraient lancées sur les missiles stratégiques russes et chinois, et ensuite la riposte inévitable serait interceptée par les missiles antimissiles qui sont répartis tout autour en guirlande de la Chine et de la Russie. Donc cette situation est très préoccupante, nous sommes concernés, et ce qui fait scandale, c'est que nous ne soyons informés que par la bande, par des journaux militants, par Internet, et que les grands médias, qui apparaissent là pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des organes de propagande au service de l'Empire, que ces grands médias, bien entendu, ne nous sortent que des éléments de propagande, des contre-vérités, ou plus fréquemment encore, rien du tout. Ou des mensonges. Ou des mensonges, bien sûr. Ah bah oui, la propagande, ça repose sur le fait que ce sont des attaques de Poutine sur l'Europe, qu'il a envie d'arriver à Brest dans les meilleurs délais, etc. Bon, ce genre de choses, bien entendu, est totalement insupportable. Et il est extrêmement préoccupant également que nos gouvernants n'aient aucune autonomie par rapport aux décisions donc de Washington. Donc à partir de là, cette affaire d'Ukraine nous interpelle, elle est urgente et elle est emblématique. Emblématique du manque d'autonomie dont nous disposons dans le contexte géopolitique d'aujourd'hui, et emblématique aussi parce que nous avons affaire à des relais, que ce soit au niveau politique ou au niveau médiatique, à des relais de l'Empire. Et préoccupante parce que c'est la guerre à nos portes. Et je rajouterais à ce que tu as dit l'absence totale de diplomatie en France. C'est pas une soumission complète sur les USA. Ah oui. Voilà. Plus qu'une indépendance. Le discours de Villepin à l'ONU, il est loin. À titre d'exemple, les assises de Colonies, c'est important de le dire, se sont tenues dans une usine en Grèce, c'est-à-dire chez les Fralibes. Le symbole est important. Deuxième aspect, pour l'Ukraine, pour revenir, sur le site PCF Bassin, il y a à l'heure actuelle plus de 1500 documents. On est devenu peut-être le site de référence pour les informations sur l'Ukraine. 1500 documents. Le premier texte que nous on a sorti date de mars, donc très tôt. Et je crois que ce qui a été évoqué, je suis globalement d'accord, je voudrais qu'on projette notre regard un peu au-delà. Moi, me semble-t-il qu'au-delà de l'Ukraine, c'est la Russie qui est visée, c'est la Chine qui est visée, et c'est les BRICS, c'est-à-dire la volonté des États-Unis d'empêcher l'émergence d'un monde multipolaire. C'est d'empêcher l'émergence d'un monde multipolaire. C'est ça qui est au cœur. Et cette violence des États-Unis survient au moment où un des piliers des États-Unis repose sur trois piliers: domination militaire, économique et
technique, je dirais, et le troisième pilier, le dollar. Or, la Chine et les BRICS, la Russie, s'attaquent à ce pilier. Et ça, vous voyez un trépied, si on scie un barreau, ça risque de faire mal. Hein. Et ça rend, je veux dire, cette violence des États-Unis n'est pas une preuve de force de leur part, mais plutôt un aveu de faiblesse. Mais dans cette situation de faiblesse, ils deviennent hyper dangereux. Comme un animal blessé. Comme un animal blessé. Donc c'est tout ça qui est en jeu. Et nous, on passe quelques mois tous les ans en Amérique latine, et on mesure en Amérique latine comment le rapport des forces a bougé au niveau mondial. Il faut savoir, ça a l'air de rien, mais le premier partenaire du Brésil, le premier partenaire commercial, c'est plus les États-Unis, c'est la Chine. Et l'Argentine, c'est kiff-kiff. Donc le monde est en train de basculer. Et à cela ajouter que... Alors on caricature la Russie. Alors moi je ne donnerai pas des brevets de démocratie à Poutine. D'abord c'est pas mon problème, c'est le problème des Russes. C'est le problème des Russes. Mais quand on lit ce qu'il a déclaré en clôture du club de Valtaï, je conseille à tous ceux qui ne l'ont pas lu de lire l'intervention de Poutine, elle mérite de lecture. Là vous voyez un véritable homme d'État qui défend les intérêts nationaux de la Russie. Et moi, on ne peut pas lui reprocher. Moi, ce que je reproche, c'est plutôt que nous, on ne défend pas les nôtres. Mais, lui, il défend les intérêts nationaux de la Russie. Il y a tout ça qui est en jeu. Alors, ça rend des jeux complexes. Y compris, il y en a qui peuvent être scandalisés par le fait que des gens de droite ou des patriotes ou nationalistes français appuient Poutine. Mais c'est pas étonnant. Il ne faut pas que ça nous surprenne. Parce que Poutine, c'est celui qui dit non aux Ricains. Donc se retrouvent derrière lui tous ceux qui ont envie de dire non aux Ricains, y compris des gens que nous, on ne fréquentera pas. Je ne sais pas si je suis clair. Y compris nous, que des gens qu'on ne fréquentera pas. Donc c'est tout ça qui est en jeu. À cela, il faut s'ajouter que les Russes, compte tenu des menaces, le budget militaire russe pour l'année 2015 augmente de 30%. La guerre est à la porte. Hein. Bah oui. La guerre est à la porte. L'armée russe de 2014, c'est pas l'armée russe de 2000. Hein. Elle a été... Alors il y a un incident qui s'est revenu en mer Noire, hein, un croiseur de type Agénis, des navires de guerre électroniques. Il y a un Sukhoi qui est venu à 1,5 km et blackout, le navire, il n'a pas pu savoir ce que l'autre avait parce qu'il n'y a plus rien qui marchait sur le bateau. Il n'y a plus rien qui marchait sur le bateau. Donc, de brouillage, de guerre électronique, je dirais. Hein. Et le bateau s'est retrouvé sans voir rien du tout. Donc, on est dans une situation... Or, de ce point de vue-là, l'Europe, il faut quand même rappeler que l'Europe, lui, c'est une création américaine. Et que nos chefs d'État, ce ne sont que les caniches. Oui, les caniches. Oui, les caniches de Washington. Quand même, c'est fabuleux, j'en terminerai là-dessus. Il suffit que la Maison-Blanche désigne un chef d'État comme dictateur pour que tout le monde ici, y compris dans la gauche de la gauche, dise « Ah, je suis un dictateur ». Il suffit que le Pentagone, même la Maison-Blanche, désigne. Parce que c'est marrant, on a comme alliés des pays qui ne sont pas des dictateurs, comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Bahreïn, et puis j'en passe. Hein. C'est des exemples de démocratie, bien sûr. Et qui sont des exemples de démocratie, bien sûr. Alors, il y a toutes ces choses complexes, et il faut savoir que, par exemple, du point de vue économique, la Russie, Poutine, il a quand même foutu en tôle des oligarques. Il y en a encore un qui vient d'y aller, là. La production, l'économie russe, le secteur public, c'était 30% il y a 5 ans. Le secteur public, c'est 40% maintenant. Donc la tendance n'est pas à la privatisation. Il y a des choses qui... Alors c'est compliqué en Russie. Il faut savoir, par exemple, paradoxe des paradoxes, que Poutine ne fait rien sans consulter le Parti communiste russe. Ils sont associés à chaque fois. Je vais prendre un petit peu la parole là, c'est parce que je pense que comme la situation est en train de bouger, le fait qu'on annonce par exemple la sortie de l'OTAN,
c'est quand même quelque chose de très très important, parce que je pense que toutes les luttes pour la paix, relancer les mouvements de la paix et l'information de ce qui se passe dans les autres pays, etc., c'est extrêmement important aujourd'hui, puisque derrière la sortie de l'OTAN, c'est de l'Alliance Atlantique, mais aussi c'est la lutte contre pour le désarmement. Donc je pense que c'est des choses, des revendications qui apparaissent, et parce que derrière la sortie de l'OTAN, si à un moment on est logique, ça va poser quand même la question de la suprématie de l'Europe sur la souveraineté des États. Donc c'est quand même, ça peut bouger peut-être plus vite que certaines affirmations qui ne sont pas très progressistes pour l'instant. Donc cette question de la paix, on a intérêt à faire monter les informations sur ce qui se passe très près. Et puis ce qui s'est passé par rapport au Moyen-Orient, etc. Mais c'est cette logique de destruction des États, et commence aussi il y a quand même une prise de conscience, c'est que à travers, si des pays subissent la guerre du fait des offensives des États-Unis et des structures des États, la déstructuration en France, elle prend un autre caractère que les armes, puisque c'est une déstructuration des institutions, des codes du travail, de la protection sociale. C'est une forme de déstructuration interne de l'État, en fait, de notre État, en fait. Donc, il y a des choses qui vont émerger au niveau des... Et puis ce refus de l'Union européenne, je pense que c'est quand même quelque chose de très important. Et bon, nous, l'objectif, c'est d'être au plus près de la population. Moi, je pense que c'est important, effectivement, de bien souligner que on assiste à un partage-repartage du monde, comme disait Lénine. La position des BRICS, quand on sait qu'ils essayent de sortir des institutions financières internationales, le FMI et la Banque mondiale, qui sont traditionnellement tenus, le FMI par un Européen toujours, et la Banque mondiale toujours par un Américain, donc les autres en sont exclus. C'est intéressant de voir aussi que les échanges entre la Russie, les échanges commerciaux entre la Russie et la Chine, ils ont décidé de les faire dans leur monnaie nationale et de court-circuiter le dollar. Moi, quand on étudie par exemple le TAFTA, c'est un point que je ne manque jamais de souligner quand j'informe sur ce sujet-là. C'est qu'il y a le TAFTA, le traité transatlantique, et puis il y a son frère jumeau côté Pacifique, et dont est exclue la Chine. Alors on peut s'étonner parce qu'on se dit c'est quand même le grand pays de la zone, ou c'est en devenir le grand pays, la puissance régionale de la zone. Et en fin de compte, on s'aperçoit que c'est un mouvement de tenaille, pouf, qui prend en tenaille deux pays quand même importants, la Chine et la Russie. Alors, les Américains, ou même on va dire les Américains au premier chef, ils s'en prennent à la Russie parce qu'ils ont un problème quand même avec la Chine, c'est que la Chine tient leur dette dans ses mains. Donc quand même, ils sont quand même pas totalement fous alliés. Ils vont dire c'est quand même un gros morceau, on va attendre un peu de voir comment ça va se bidouiller cette affaire. Si on casse les BRICS, si on isole, ça isolera la Chine, et puis on pourra peut-être faire quelque chose à partir de là. Personnellement, j'en doute. Je pense qu'il y a un moment, là, ils ont un estomac pas assez grand pour la proie qu'ils veulent avaler, mais bon, ils aiment bien jouer avec leur nourriture avant de la manger. Je pense que Poutine est un ancien des services secrets, il n'est pas idiot. Il est issu d'un peuple avec qui on joue aux échecs, donc je pense quand même. En plus, il est doté d'un certain sang-froid, et en plus, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que j'aimerais bien un dirigeant comme lui. Alors, c'est peut-être osé, mais je veux dire, au moins lui, il veille aux intérêts de son peuple et de son pays. Moi, je rêverais d'un dirigeant qui veille aux intérêts de mon pays et qui ne le vende pas à la découpe. À des puissances étrangères, je trouverais ça notamment le fait qu'à travers le grand marché transatlantique, on ait donné le mandat à une organisation non élue, la Commission européenne pour ne pas la nommer,
et qui négocie un traité dont les peuples sont complètement exclus, et même les élus nationaux sont complètement exclus puisqu'ils n'ont pas la teneur. Et donc on se retrouve avec quelque chose qui est, comment dire, un accord qui est en fin de compte certainement pas à notre bénéfice, mais il ne nous est pas vendu comme ça, mais il est certainement vendu auprès des multinationales et des puissances d'argent comme étant extrêmement profitable pour eux. Les États-Unis ont pour seule exportation les armes, avec un complexe militaro-industriel qui depuis Eisenhower, qui veut dénoncer, ne s'est pas démenti. Ils ont besoin d'une guerre parce que ça fait tourner quand même leur économie. Je ne dis pas que leur économie c'est une économie de guerre, parce qu'avec le mal emploi qu'il y a aux États-Unis, c'est pas exactement ça, mais en tout cas elle fait extrêmement bien tourner les profiteurs de guerre et les profiteurs de crise qui eux sont très présents, notamment à Washington dans le cadre du lobbying. Le problème, c'est que effectivement Poutine il ne voudra jamais de l'OTAN sur sa frontière. Alors si nous sommes simples citoyens, sommes capables de le voir et de le comprendre, nos dirigeants, c'est pareil, ils le voient, ils le comprennent aussi certainement, mais ils sont tellement enfermés dans leur idéologie qu'ils ne veulent pas le voir. Sans doute, peut-être ils auraient peur, tu dis, ils ont peur de Poutine qui viendrait jusqu'à Brest. Ils ont peut-être peur d'une armée de libération russe, on ne sait jamais, qui viendrait nous libérer de l'Union européenne, je ne sais pas, hein, on rêve. Voilà, mais moi je ne le souhaite pas, effectivement. Moi je préfère qu'on se libère tout seul, et c'est notre boulot. Si nous parlons de souveraineté nationale, c'est pour être maître chez nous, tout comme nous respectons aussi la souveraineté chez les autres. Moi je ne veux pas interférer chez les autres, et je ne veux pas qu'on interfère chez nous. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, moi personnellement, je vois la guerre arriver. Je ne fais pas souvent cet aveu, mais là je suis en compagnie où je peux dire ce genre de choses. Je pense que je vois des choses qui personnellement me terrifient, mais bon, je vois la guerre, mais en même temps c'est pas tout à fait inattendu, parce que la guerre est le moyen ultime qu'ont les capitalistes de détruire le capital excédentaire, et on est dans une situation où quand on a un traité comme le TAFTA et son jumeau transpacifique, ça va mettre des tensions géopolitiques qui vont être rapidement insupportables, parce on peut pas, on est sur un choc d'impérialisme et de repartage du monde, de rebattage des cartes qui de toute façon, comme les omelettes, se fera pas sans casser deux. En complément de ce que tu viens de dire, il y a une chose qui était complètement occultée par tous les médias français. Ce sont les grandes manœuvres militaires qui ont eu lieu récemment en Italie, et qui sont très inquiétantes, parce qu'il y avait les Pays-Baltes, il y avait la Pologne, les USA. Il y a une base militaire US aux États-Unis, en Italie, où ont été stockés entre 50 et 80 ogives nucléaires, que les États-Unis vont modifier les avions polonais pour pouvoir larguer ces bombes. Donc c'est quand même très très inquiétant. Hein. Et voilà, il faut être vigilant et puis en parler. Le thème qui vient d'être abordé, mon intervention va peut-être apparaître un petit peu saugrenue ou arriver comme un cheveu sur la soupe. Michel, tout à l'heure, en début d'intervention, a fait remarquer que nous partagions beaucoup d'idées en commun, puisque nous sommes pour la sortie de l'Union européenne, de l'euro, des structures supranationales, la reconquête de la souveraineté, etc. Bon, à la lecture de ce tract, je vois qu'il y a un certain nombre de mouvements issus du Parti communiste qui sont sur cette même vision des choses. Alors, une première question, quelle différence y a-t-il entre le Rouge Vif 13 et le PCF Marseille-Aubagne, qui sont deux localités dans le 13? Donc je suis à l'extérieur du Parti communiste, je ne sais pas comment ça... Bon. Ensuite, une autre question, est-ce que vous pensez que le Parti communiste français, le Parti communiste français, a une chance d'évoluer dans les prochains mois sur ces thèmes-là, ou si
le fait d'avoir créé tous ces mouvements fait que vous n'espérez absolument pas qu'il y ait une évolution quelconque de ce côté-là. Parce que bon, le Parti communiste fait partie du front de gauche, ça a été durant ces derniers mois une force politique qui, dans le paysage politique français, a quand même eu une certaine, comment dirais-je, un certain succès, hein, puisqu'il y a eu des élections de 2012, etc. Donc, est-ce que vous pouvez un petit peu nous préciser tout ça, enfin, me préciser à moi, parce que peut-être que d'autres camarades ici présents savent faire la différence entre tout ça, mais moi, j'avoue que je suis un petit peu perdu entre tous ces mouvements. Et surtout, j'aimerais savoir s'il y a un espoir que le Parti communiste français révise un petit peu sa politique et évolue. Ce que vous en pensez, tout à l'heure, le camarade a dit que on risquait une guerre thermonucléaire. Est-ce que c'est certain? Moi, je me demande, en fait, ce que veulent les États-Unis, c'est contenir la Russie et la Chine, hein, et les BRICS en général, et c'est pas sûr qu'ils aient vraiment besoin d'une guerre thermonucléaire, parce que ça risque de leur retomber dessus. Il n'empêche que ces menaces de guerre impérialiste me font penser à la veille de la guerre de 14, en 1913. Hein, ça a commencé par des guerres. Je voulais savoir ce que vous en pensez, s'il n'y a pas une guerre conventionnelle qui se prépare et justement qui soit... que j'ai peur, c'est d'une guerre conventionnelle qui est en préparation justement pour contenir la Chine et la Russie. Et il faut se mettre dans la tête des Américains, c'est que les Américains actuellement ont la supériorité militaire, mais dans 10 ans, ils ne l'auront plus. Ce sera la Chine qui l'aura. Donc, est-ce que les Américains ne sont pas pressés de faire la guerre, justement, pour ne pas se retrouver dans 10 ans en état d'infériorité? En fait, du coup, je reviens sur le sujet un peu abordé par Michel. C'est effectivement, moi, ce que je sais de ces mouvements, notamment faire vivre le PCF, parce que c'est ce qu'on a en Isère aussi, je pense, à Saint-Martin-d'Hers, voilà. C'est effectivement la convergence sur la sortie de l'euro et de l'Union européenne. Par contre, vous avez fait le lien dans votre présentation avec la notion de lutte des classes. Et ça, bon, c'est une question effectivement plutôt interne à vos argumentaires, hein, mais moi je ne vois pas le lien, en tout cas je ne le connais pas de l'extérieur, en quoi ce serait spécifique à votre tendance ou pas, ou voilà.